Arrête-toi. Juste une seconde. Arrête ce que tu es en train de faire. Arrête de scroller. Arrête de fuir. Je vais te dire quelque chose que personne n'a osé te dire franchement. Ta vie, là, maintenant, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est le résultat direct, précis et implacable de ce qui se passe entre tes deux oreilles. Pas de ton patron, pas de ta famille, pas de la chance, pas du gouvernement, pas de la société. De toi, de ta tête, de tes pensées. Et si tu penses que c'est injuste, ce que je viens de dire, si tu sens une résistance monter en toi, si tu veux déjà cliquer ailleurs, c'est exactement la preuve que tu as besoin de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que tout commence dans ta tête. Tout. Absolument tout. Et aujourd'hui, tu vas enfin comprendre pourquoi. Et surtout, comment changer ça. Il y a quelques années, j'ai rencontré deux types de personnes. Le premier avait tout pour lui. Un diplôme, une famille aisée, des connexions, de l'intelligence. Il connaissait les bonnes personnes, vivait dans la bonne ville, avait le bon profil. Le deuxième avait commencé avec presque rien. Pas de réseau, pas d'argent, des parents qui avaient eux-mêmes du mal à joindre les deux bouts. Il venait d'un quartier où réussir n'était pas la norme, c'était l'exception. 5 ans plus tard, le premier était toujours au même point. Il se plaignait, il attendait, il expliquait pourquoi ça n'avait pas encore marché. Le deuxième avait créé une entreprise, voyageait où il voulait, avait construit exactement la vie dont il avait rêvé. La différence entre ces deux hommes, ce n'était pas leurs ressources, ce n'était pas leur connexion, ce n'était pas la chance, c'était ce qui se passait dans leur tête. L'un vivait dans une prison mentale dorée, l'autre avait compris la règle fondamentale de l'existence humaine. Et cette règle, tu vas la comprendre aujourd'hui dans toute sa profondeur. Pas de théorie vague, pas de phrases jolies pour les stories Instagram, des vérités, des mécanismes, des outils. On va aller dans les profondeurs, dans ce que personne ne t'a vraiment enseigné à l'école, dans ce que la plupart des gens évitent de regarder en face parce que c'est trop dérangeant. Prêt ? Alors accroche-toi. Comment ton cerveau te sabote sans que tu t'en rendes compte ? Commençons par la science, parce que comprendre comment fonctionne ton cerveau, c'est la première étape pour le reprendre en main. Ton cerveau est une machine extraordinaire, environ 86 milliards de neurones, des connexions synaptiques tellement complexes que les plus grands ordinateurs du monde ne peuvent pas encore les simuler. C'est l'outil le plus sophistiqué de l'univers connu. Et pourtant, ce même cerveau te fait de la merde tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'il a été conçu pour te maintenir en vie, pas pour te rendre heureux. Il a été programmé par des millions d'années d'évolution pour éviter la douleur, minimiser les risques et conserver l'énergie, ce qui, à l'époque des mammouths et des prédateurs, était parfaitement utile. Mais aujourd'hui, ce même câblage neurologique t'empêche de prendre des risques calculés. Il te pousse à rester dans ta zone de confort, même quand cette zone de confort est une prison. Il t'invente des dangers là où il n'y en a pas. Il te fuir l'inconfort, qui est pourtant la condition nécessaire de toute croissance. Ce phénomène a un nom, le biais de négativité. Ton cerveau accorde environ 5 fois plus d'importance aux expériences négatives qu'aux positives. C'est documenté scientifiquement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si tu reçois 10 compliments dans ta journée, ce qui va rester gravé dans ton esprit ce soir au lit, c'est la critique. Ça veut dire que si tu as réussi 4 choses aujourd'hui et que tu en as raté une, c'est l'échec qui va dominer tes pensées. Ça veut dire que ton cerveau, par défaut, est un générateur de peur, de doute et de limitation. Mais voilà la bonne nouvelle, et c'est la bonne nouvelle la plus puissante de cette vidéo. Ton cerveau est plastique. Il peut se recabler, il peut changer, à tout âge. Ce phénomène s'appelle la neuroplasticité, et c'est la base de tout ce qu'on va explorer ensemble. Le système de croyance, la prison invisible. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus fondamental. Tes croyances. Une croyance, c'est quoi exactement ? C'est une pensée que tu as répétée tellement souvent qu'elle est devenue une vérité dans ton esprit. C'est un chemin neuronal qui s'est creusé à force d'être emprunté. Et ces croyances, qu'elles soient vraies ou fausses, guident absolument chacune de tes actions, chacune de tes décisions, chacune de tes réactions. Tu crois que tu n'es pas fait pour réussir, tu vas inconsciemment saboter chaque opportunité qui se présente. Tu crois que l'argent est sale, tu vas inconsciemment repousser la richesse. Tu crois que tu ne mérites pas d'être aimé, tu vas inconsciemment choisir des relations qui te confirment cette croyance. Tes croyances créent ta réalité. Pas parce que c'est magique, parce que tes croyances dictent tes comportements, et tes comportements créent ta vie. Maintenant, pose-toi cette question honnêtement. D'où viennent tes croyances ? La réponse peut être te déranger,
La grande majorité de tes croyances les plus profondes ont été programmées entre 0 et 7 ans, quand tu étais un enfant sans défense critique, quand tu absorbais tout comme une éponge. Ce que ta mère t'a dit sur l'argent, ce que ton père t'a montré sur l'amour, ce que tes camarades t'ont dit sur ta valeur, ce que les médias t'ont répété sur le monde, tout ça, c'est tes croyances. Et tu vis aujourd'hui selon des programmes écrits par d'autres, pour toi, quand tu étais trop petit pour choisir. La vraie liberté, c'est reprendre le contrôle de ta programmation. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Combien de mots te dis-tu à toi-même chaque jour ? Les études les plus rigoureuses sur le sujet estiment qu'une personne se parle à elle-même entre 12 000 et 60 000 fois par jour. D'autres chercheurs parlent de plusieurs centaines de milliers de pensées. Quelle que soit la donnée exacte, c'est colossal. Et maintenant, la question cruciale. Quelle est la tonalité de ce dialogue ? Est-ce que ta voix intérieure ressemble à un coach qui t'encourage, qui te soutient, qui croit en toi ? Ou est-ce qu'elle ressemble à un tortionnaire qui te critique, qui te juge, qui te rappelle constamment tes échecs et tes faiblesses ? Sois honnête. La plupart des gens, si on leur posait la question, devraient admettre que leur dialogue intérieur est brutal. Souvent plus brutal que ce qu'ils accepteraient de la part de n'importe qui d'autre. Si quelqu'un venait te voir et te disait « Tu es nul, tu vas encore échouer, tu ne mérites pas le succès, qui es-tu pour oser ?» Tu te lèverais et tu t'en irais. Mais quand c'est ta propre voix intérieure qui dit ça, tu l'écoutes, tu la crois, tu te laisses gouverner par elle. Il faut qu'on parle d'une des découvertes les plus importantes de la psychologie moderne. L'auto-parler positif fonctionne. Ce n'est pas du développement personnel de supermarché, c'est de la science. Des études en neurosciences ont démontré que changer consciemment la tonalité de son dialogue intérieur recable littéralement les circuits neuronaux. Cela change la chimie du cerveau, cela modifie les comportements, ce qui modifie les résultats. Ta voix intérieure n'est pas la vérité, c'est une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être changée. Il existe 4 grandes prisons mentales, 4 pièges dans lesquels la majorité des gens restent enfermés toute leur vie. Identifie dans lesquels tu te reconnais et prépare-toi parce que ce que tu vas entendre va peut-être faire mal. Et c'est bien, la douleur est le premier signe que quelque chose de réel est en train de se passer. Prison numéro 1, la peur. La peur est l'outil le plus efficace de l'imitation humaine jamais inventé. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est ton propre cerveau qui te l'inflige. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre ce qu'on a, la peur de réussir. Oui, tu as bien lu, la peur de réussir existe et elle est plus fréquente qu'on ne le pense. La peur paralyse, la peur procrastine, la peur te fait choisir le connu sur l'inconnu, même quand le connu est une misère que tu détestes. Voici ce que tu dois comprendre sur la peur. Elle n'est pas là pour te protéger du danger réel. Dans 95% des cas, elle est là pour te protéger de l'inconfort. Et l'inconfort n'est pas une menace, c'est une invitation. Chaque fois que tu ressens la peur dans un contexte de croissance personnelle, quand tu veux lancer ce projet, avoir cette conversation difficile, prendre ce risque calculé, cette peur ne dit pas danger. Elle dit c'est important, c'est réel, c'est là que ta vie peut changer. Les personnes qui ont construit les choses les plus grandes de l'histoire n'étaient pas des personnes sans peur. Elles avaient la même peur que toi. La différence, c'est qu'elles ont appris à agir malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action en présence de peur. Prison numéro 2, les excuses. Les excuses sont les briques avec lesquelles on construit les murs de sa propre prison. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les contacts, je n'ai pas le bon profil, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je viens du mauvais endroit, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est jamais le bon moment. Et voilà la vérité qu'on doit se dire en face. Les excuses sont confortables, elles nous libèrent de la responsabilité, elles nous donnent une raison de ne pas essayer, et donc une raison de ne jamais échouer. Mais elles nous volent quelque chose d'infiniment plus précieux, la possibilité de réussir. Pour chaque excuse que tu invoques, il existe quelqu'un quelque part dans le monde avec exactement le même obstacle, moins de temps, moins d'argent, moins de ressources, qui est en train de construire la vie de ses rêves. Tu n'as pas le temps ? Nelson Mandela a construit une vision de liberté pour tout un peuple en 27 ans de prison. Tu n'as pas l'argent ? Les fondateurs des plus grandes entreprises technologiques du monde ont démarré dans des garages avec quelques centaines de dollars. Tu viens du mauvais endroit ? Certains des leaders les plus influents de notre époque sont nés dans des pays déchirés par la guerre, la pauvreté, l'instabilité. Les excuses ne sont pas des réalités, ce sont des choix. Et aujourd'hui, tu peux choisir autrement. Prison numéro 3, la comparaison. Il y a quelque chose que les réseaux sociaux ont amplifié à un degré sans précédent dans l'histoire humaine, la comparaison permanente.
Tu te lèves le matin, tu regardes ton téléphone et en l'espace de quelques minutes, ton cerveau a déjà traité des centaines d'images de vie qui semblent meilleures que la tienne. Le voyage en jet privé de l'un, le corps parfait de l'autre, le bureau minimaliste au sol en marbre du troisième, la relation de couple qui semble sortir d'un film de l'autre. Et ton cerveau, ce même cerveau avec son biais de négativité dont on a parlé, traite tout ça comme une information réelle. Il te dit « Regarde ce qu'ils ont, regarde ce que tu n'as pas, tu es en retard, tu ne vaux rien, tu dois faire mieux ». Mais tu compares les coulisses de ta vie avec les vitrines de leur. Tu compares ton quotidien avec leur highlight reel. Tu ne vois pas leur nuit d'insomnie, tu ne vois pas leurs doutes, tu ne vois pas les sacrifices que ces succès ont coûtés. La comparaison est un poison lent. Elle détruit l'élan, elle tue la gratitude, elle transforme chaque progrès en insuffisance. Il n'y a qu'une seule comparaison qui soit utile et légitime. Toi hier contre toi aujourd'hui. Est-ce que tu t'améliores? Est-ce que tu avances dans la direction de tes propres valeurs, de tes propres objectifs? Ta course n'est pas contre les autres, elle est contre la version de toi d'hier. Prison numéro 4, le passé. La 4e prison est peut-être la plus lourde, la plus pernicieuse, la plus difficile à quitter. C'est le passé. Non pas le passé en lui-même, le passé ne peut pas être changé et c'est une réalité qu'on doit accepter, mais l'identité que tu as construite autour de ce passé. Je suis quelqu'un qui a été abandonné, je suis quelqu'un qui a été humilié, je suis quelqu'un qui a échoué, je suis quelqu'un à qui les choses n'arrivent jamais, je suis quelqu'un de pas chanceux. Ces histoires, parce que ce sont des histoires, définissent ce que tu crois être capable de faire. Et ce que tu crois être capable de faire définit ce que tu essaies. Et ce que tu essaies définit ce que tu accomplis. Le passé n'est pas une condamnation. C'est une information. C'est du carburant. C'est la matière première de ta transformation si tu choisis de le voir comme tel. Certaines des personnes les plus puissantes, les plus accomplies, les plus inspirantes du monde ont un passé de brisure, d'abus, de trahison, de perte, de traumatisme. Ce n'est pas malgré leur passé qu'elles ont réussi, c'est grâce à la décision qu'elles ont prise, celle de ne pas se laisser définir par lui. Ton passé t'a amené là où tu l'es. Il ne t'oblige pas à rester là. En 2006, la psychologue Carol Dweck de Stanford a publié un livre qui a changé la façon dont le monde comprend le potentiel humain. Ce livre s'appelle Mindset, et le concept central qu'il décrit est l'un des plus puissants que j'ai jamais rencontré. Il existe 2 types d'états d'esprit fondamentaux. Le fixed mindset, l'état d'esprit figé. La personne avec un fixed mindset croit que ses capacités, son intelligence, son talent, tout ça est fixe. Tu nais avec ou tu nais sans. Tu es doué ou tu ne l'es pas. Tu peux ou tu ne peux pas. Les conséquences de cet état d'esprit sont dévastatrices. Premièrement, la personne évite les défis, parce qu'un défi est une opportunité d'échouer, et l'échec prouverait qu'elle n'est pas douée. Deuxièmement, elle abandonne facilement face aux obstacles, parce que si c'est dur, c'est la preuve qu'elle n'est pas faite pour ça. Troisièmement, elle ignore les critiques constructives, parce qu'une critique menace son identité. Quatrièmement, elle voit le succès des autres comme une menace, parce qu'un autre réussit, ça signifie qu'il est supérieur. Le résultat, une vie en plateau. Une vie où le potentiel ne se réalise jamais vraiment. Une vie passée à se protéger plutôt qu'à se développer. Le growth mindset, l'état d'esprit de croissance. La personne avec un growth mindset croit que les capacités peuvent être développées. L'intelligence peut croître, le talent peut être cultivé, avec le bon travail, les bonnes stratégies, le bon soutien. Les conséquences de cet état d'esprit sont transformatrices. Elle embrasse les défis parce qu'un défi est une occasion d'apprendre. Elle persiste face aux obstacles parce qu'un obstacle est un problème à résoudre, pas une limite. Elle accueille les critiques parce qu'elles contiennent de l'information utile. Elle s'inspire du succès des autres parce que leur réussite démontre ce qui est possible. Elle comprend que l'effort est le chemin, pas la preuve d'une faiblesse. La recherche de Dweck a démontré quelque chose de révolutionnaire. On peut changer son mindset. Le fixed mindset n'est pas une condamnation, c'est une habitude mentale. Et les habitudes se changent. Comment développer le growth mindset concrètement? Étape 1. Apprends à reconnaître la voix du fixed mindset. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas assez intelligent pour ça. Si tu essayes et que tu rates, tout le monde va voir que tu es un imposteur. Cette voix, tu la connais. Commence à la remarquer sans la juger et sans lui obéir. Étape 2. Réponds-lui.
Quand la voix fixe dit « tu ne peux pas », dis-lui « je ne peux pas encore, mais je peux apprendre ». Quand elle dit « tu vas échouer », dis-lui « peut-être, mais l'échec est une leçon, pas un verdict ». Étape 3. Fais du processus ta récompense. Le fixed mindset est obsédé par le résultat, la performance, le jugement, la validation extérieure. Le growth mindset trouve sa satisfaction dans le processus lui-même, l'effort, le progrès, l'apprentissage. Étape 4. Célèbre l'effort, pas seulement le résultat. Tu as bossé pendant 4 heures sur quelque chose de difficile, c'est une victoire. Tu as essayé quelque chose de nouveau et tu as échoué, c'est une victoire. Tu as des données. Tu t'es relevé après être retombé, c'est la victoire la plus importante. Tout ce qui existe dans le monde créé par l'homme a existé 2 fois. D'abord, dans l'esprit d'un humain, puis dans la réalité. La chaise sur laquelle tu es assis, la maison dans laquelle tu vis, le téléphone dans ta poche, l'avion qui traverse le ciel, les routes, les ponts, les villes. Tout ça a d'abord été une idée, une vision, une image dans la tête de quelqu'un qui a refusé de croire que c'était impossible. La vision, c'est la capacité de voir clairement une réalité qui n'existe pas, et de la voir si clairement qu'elle guide chacune de tes actions vers sa réalisation. Sans vision, tu es réactif, tu réagis aux événements, tu subis les circonstances, tu navigues à vue dans un brouillard. Avec une vision claire, tu es proactif, tu crées les circonstances, tu navigues vers une destination précise, tu peux traverser n'importe quel orage parce que tu sais où tu vas. Pourquoi la plupart des gens n'ont pas de vision? Si la vision est si puissante, pourquoi si peu de gens ont une? Première raison, on ne leur a jamais appris à en avoir une. À l'école, on t'a appris à suivre des instructions, à obtenir de bonnes notes, à entrer dans des cases prédéfinies. On ne t'a pas appris à imaginer ta vie idéale et à la construire. Deuxième raison, la vision fait peur. Rêver grand, c'est risquer d'être déçu. Et beaucoup de gens préfèrent ne jamais viser haut plutôt que d'essayer et de ne pas atteindre. Troisième raison, le quotidien écrase la vision. Les urgences du quotidien, les mails, les factures, les problèmes immédiats nous font vivre dans le mode réactif permanent. Et dans ce mode, il n'y a pas de place pour la vision à long terme. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Ne pas avoir de vision n'est pas neutre, c'est une décision de défaut. C'est laisser ta vie être dessinée par les circonstances, par les attentes des autres, par le hasard. Tu peux être le peintre ou tu peux être la toile. Les deux ont une vie, mais une seule est choisie. Comment construire une vision puissante? Exercice pratique, et je t'encourage vraiment à le faire après cette vidéo. Prends 30 minutes, seul, sans téléphone, sans interruption. Ferme les yeux et projette-toi dans 5 ans, dans la version idéale de ta vie, la version dans laquelle tu as travaillé dur, tu t'es développé, tu as pris les bonnes décisions. À quoi ressemble ton matin? Tu te réveilles où? Tu te réveilles avec qui? Tu fais quoi de ta journée? Tu travailles sur quoi? Tu passes du temps avec qui? Comment tu te sens dans ton corps? Comment tu te sens intérieurement? Sois spécifique, sois audacieux, sois honnête, puis écris tout ça en détail, en présent, comme si c'était déjà réel. Cette image claire de ta vie idéale, c'est ta vision, c'est ton étoile polaire, c'est ce qui va guider chacune de tes décisions. Et maintenant vient la partie cruciale. Tous les jours, chaque matin, tu lis cette vision, tu la ressens, tu la vis dans ta tête, parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée avec intensité. Et c'est la porte d'entrée de la transformation. C'est peut-être le concept le plus profond de toute cette vidéo, le plus transformateur, celui qui a le pouvoir de tout changer. La plupart des gens pensent que pour changer, il faut d'abord changer leurs actions. Si je me mets au sport, je vais devenir quelqu'un de sportif. Si je commence à épargner, je vais devenir quelqu'un de financièrement responsable. Si je travaille plus, je vais devenir quelqu'un de successful. Cette logique est inversée, et c'est pour ça que la plupart des changements de comportement échouent. Voici comment ça fonctionne réellement. Tes actions émergent de ton identité. Ce que tu fais est l'expression naturelle de qui tu crois être. La question n'est pas « qu'est-ce que je veux faire ?», la question est « qui est-ce que je veux être ?» Quand tu te vois comme quelqu'un de sportif, pas quelqu'un qui essaie de faire du sport, mais quelqu'un qui est sportif,
Aller à la salle n'est pas une corvée, c'est une expression de qui tu es. Quand tu te vois comme un entrepreneur, pas quelqu'un qui essaie de lancer un business, mais quelqu'un qui est entrepreneur, les obstacles ne te découragent pas. Ils font partie du jeu que tu as choisi de jouer. La transformation profonde ne commence pas par les habitudes, elle commence par l'identité. Comment changer ton identité? Première chose, décide qui tu veux être. Pas ce que tu veux avoir, pas ce que tu veux faire, qui tu veux être. Deuxième chose, agis comme cette personne. Maintenant, pas quand tu seras arrivé, maintenant. Parce que c'est en agissant comme cette personne que tu deviens cette personne. Troisième chose, accumule des preuves. Chaque action alignée avec ta nouvelle identité est une preuve que tu es cette personne. 10 preuves, 100 preuves, 1000 preuves, jusqu'à ce que cette identité soit plus réelle que l'ancienne. Quatrième chose, parle en conséquence. Au lieu de dire « j'essaie d'arrêter de fumer », dis « je suis quelqu'un qui ne fume pas ». Au lieu de « j'essaie de devenir entrepreneur », dis « je suis entrepreneur ». Le langage que tu utilises programme ton cerveau. Ce n'est pas de l'autosuggestion naïve, c'est de la science. Les déclarations d'identité activent des zones spécifiques du cerveau liées à la cohérence comportementale. Ton cerveau va chercher à aligner tes comportements avec ton identité déclarée. Tu ne te lèves pas et tu ne te couches pas dans le même monde. Tu te lèves et tu te couches dans ta tête. On a beaucoup parlé de mindset, de vision, d'identité, mais tout ça sans discipline reste de la philosophie. La discipline, c'est le pont entre l'aspiration et la réalité. Et la discipline commence dans ta tête, parce que la discipline n'est pas une question de volonté, c'est une question de priorité, c'est une question de valeur, c'est une question de qui tu décides d'être. La plupart des gens pensent que la discipline est quelque chose que certains ont et d'autres pas, comme si c'était un don de naissance. C'est faux. La discipline est un muscle, elle se développe, elle se renforce à l'usage, elle s'atrophie quand on ne l'utilise pas. Et elle commence par une chose simple, tenir ses promesses à soi-même. L'intégrité avec soi-même. Chaque fois que tu te dis « je vais faire ça » et que tu ne le fais pas, il se passe quelque chose dans ton cerveau. Tu construis une preuve que ta parole ne vaut rien même à tes propres yeux. Et après des semaines, des mois, des années de promesses non tenues, à toi-même, tu arrives à un point où tu ne te crois plus, où chaque nouvel objectif est accueilli par une petite voix cynique qui dit « yeah, comme d'habitude ». C'est une des formes les plus dévastatrices de destruction de confiance en soi. La reconstruction commence par de petites choses, des petites promesses minuscules que tu tiens. Je vais me lever à 6h30 demain. Tu te lèves à 6h30. C'est une preuve. Je vais faire 20 minutes de sport aujourd'hui. Tu fais 20 minutes de sport. C'est une preuve. Je vais lire 10 pages ce soir. Tu lis 10 pages. C'est une preuve. Ces petites preuves s'accumulent. Elles reconstruisent ta confiance en toi-même. Elles renforcent ton identité. Et elles créent l'élan qui va te permettre de tenir des promesses de plus en plus grandes. Le secret de la discipline durable. Voici ce que les gens disciplinés savent et que les autres ignorent. La motivation est hémorragique. Elle monte, elle descend. Tu ne peux pas construire une vie sur la motivation. Ce sur quoi tu peux construire, ce sont les systèmes. Un système, c'est un ensemble de rituels, d'environnements et d'habitudes qui font que le bon comportement est le comportement par défaut, indépendamment de ton niveau de motivation du moment. Ton téléphone est chargé le soir, ta tenue de sport est posée au bord de lit, ton réveil est à l'autre bout de la chambre, et le matin, tu te lèves et tu fais du sport, que tu en aies envie ou non, parce que le système est là. Ton ordinateur est allumé, le document ouvert, la musique de concentration dans les oreilles, et tu travailles. Pas parce que tu es inspiré, parce que le système crée les conditions de l'action. Les personnes les plus productives du monde ne comptent pas sur leur willpower. Elles construisent des environnements dans lesquels la bonne action est la plus facile à faire. Dis-moi ton environnement et je te dirai qui tu vas devenir. Il y a une citation qu'on attribue souvent à Jim Rohn. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est vrai. Mais au XXIe siècle, cette vérité s'est étendue à bien plus que les 5 personnes physiques de ton entourage. Tu es aussi la moyenne de ce que tu lis, de ce que tu regardes, de ce que tu écoutes, des contenus que tu consommes, des environnements digitaux que tu habites. Si tu nourris ton esprit quotidiennement avec des nouvelles anxiogènes, des contenus qui activent l'outrage et la peur, des réseaux sociaux qui stimulent la comparaison et l'envie, ton esprit va produire de l'anxiété, de la colère, de l'insatisfaction.
Si tu nourris ton esprit quotidiennement avec des idées stimulantes, des témoignages d'hommes et de femmes qui ont construit quelque chose, des livres qui élargissent ta perspective, de la musique qui élève ton énergie, ton esprit va produire de l'élan, de la créativité, de la possibilité. Ce n'est pas une métaphore, c'est biologique. Ton cerveau produit des neurotransmetteurs et des hormones en réponse à ce qu'il perçoit. Ce que tu consommes, littéralement, change la chimie de ton cerveau. Le bain mental quotidien. Un des principes les plus puissants que j'ai appliqué à ma propre vie, c'est ce que j'appelle le bain mental quotidien. Chaque matin, tu prends une douche pour nettoyer ton corps des toxines de la nuit. Mais qu'est-ce que tu fais pour nettoyer et nourrir ton esprit ? La pratique est simple, chaque matin, avant de toucher aux réseaux sociaux, avant de regarder les nouvelles, avant d'être sollicité par le monde extérieur, consacre 20 à 30 minutes à nourrir intentionnellement ton esprit. Ça peut être de la lecture, de la méditation, de la visualisation, un podcast inspirant, une prière, un journal de gratitude, un exercice de croissance personnelle. L'important n'est pas le format, l'important est l'intention. Tu choisis délibérément ce que tu mets dans ton esprit avant que le monde extérieur ne le fasse à ta place. Fais ça pendant 30 jours et observe ce qui se passe. Pas dans ta situation extérieure, ça prend du temps, mais dans ta façon de penser, dans ton niveau d'énergie, dans ta façon de réagir aux événements. Tu vas constater un changement, et ce changement commence dans ta tête. Les personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Parlons des personnes de ton entourage. Il y a des personnes qui, quand tu les quittes, te laissent avec plus d'énergie qu'avant, plus d'élan, plus d'idées, plus de foi en toi. Et il y a des personnes qui, quand tu les quittes, te laissent vidé, plus petit, plus découragé, avec plus de doutes. Les premières sont les bâtisseurs, les secondes sont les vampires d'énergie. Ce n'est pas un jugement moral sur ces personnes, c'est une observation sur l'impact qu'elles ont sur toi. Et ton job, ta responsabilité envers toi-même, c'est de gérer cet impact. Ça ne veut pas dire couper tout le monde de ta vie du jour au lendemain, ça veut dire être intentionnel sur les personnes auxquelles tu accordes ton temps et ton énergie. Et ça veut aussi dire chercher activement les personnes qui t'élèvent, ceux qui ont déjà construit ce que tu veux construire, ceux dont l'énergie est contagieuse dans le bon sens. Si tu es la plus ambitieuse personne de ton groupe, tu as besoin d'un nouveau groupe. Non pas pour abandonner tes amis actuels, mais pour t'exposer à des niveaux supérieurs de pensée et de possibilités. Thomas Edison a réalisé plus de 10 000 tentatives avant de mettre au point l'ampoule électrique. On lui demandait comment il vivait ses 9 999 premiers échecs. Sa réponse : « Je n'ai pas échoué 9 999 fois, j'ai découvert 9 999 façons qui ne fonctionnent pas. Et maintenant, j'ai toutes ces données. » Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière. Il a perdu plus de 300 matchs. Il a raté le tir gagnant 26 fois. C'est lui qui l'a dit. « J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. C'est pour ça que je réussis. » J.K. Rowling a été rejetée par 12 maisons d'édition avant que Harry Potter soit accepté. Elle était mère célibataire, vivait de l'aide sociale et souffrait de dépression. Einstein n'a pas parlé avant 4 ans. Il n'a su lire qu'à 7 ans. Un de ses professeurs l'a décrit comme mentalement lent, asocial et perpétuellement perdu dans ses rêves idiots. Qu'est-ce que ces histoires ont en commun ? Dans toutes ces histoires, l'échec n'était pas la fin, c'était l'enseignement. Dans ta tête, si tu as un fixed mindset, l'échec est un verdict. Il dit « tu n'es pas à ta place, tu n'es pas assez bon, arrête ». Dans une tête recablée, avec un growth mindset, l'échec est une donnée. Il dit « cette approche ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu peux en apprendre ? Comment tu vas t'adapter ?» La question n'est pas « est-ce que je vais échouer ?» Tu vas échouer, c'est inévitable. La question est « qu'est-ce que je vais faire avec cet échec ?» Le protocole de l'échec productif. Quand tu vis un échec, petit ou grand, voici le protocole que je t'encourage à adopter. Première étape, accorde-toi 24 heures de ressentir. L'échec fait mal. C'est normal, c'est humain. Ne te juge pas pour ça. Permets-toi de ressentir la déception, la frustration, la tristesse. Mais fixe une limite, 24 heures. Deuxième étape, analyse sans jugement. Après les 24 heures, prends une feuille et pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Quelles décisions ont mené à cet outcome ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience ? Troisième étape, extrais les leçons. Formule les leçons de manière concrète et actionnable. Pas « j'aurais dû faire mieux », mais « la prochaine fois, je vais faire X au lieu de Y ». Quatrième étape, recommence, avec les nouvelles données,
avec les leçons intégrées, avec plus de sagesse qu'avant et avec la preuve, maintenant inscrite dans ton histoire, que tu es quelqu'un qui se relève. On parle beaucoup de stratégie, de mindset, de discipline, mais il y a une dimension qu'on sous-estime massivement dans la transformation humaine, l'état émotionnel. Ton état émotionnel filtre ta réalité. Il détermine ce que tu remarques, ce que tu attires, ce que tu crées. Dans un état de peur et d'anxiété, ton cerveau est en mode survie. Il rétrécit, il voit des menaces, il ferme les possibilités. Dans un état d'expansion, de gratitude, de possibilités, ton cerveau s'ouvre. Il voit des opportunités là où il voyait des obstacles. Il crée des connexions là où il n'en voyait pas. C'est documenté scientifiquement. La psychologue Barbara Fredrickson a démontré avec ses recherches sur le Broaden and Build Theory que les émotions positives élargissent littéralement notre pensée, notre capacité à générer des idées, à résoudre des problèmes, à créer des liens. Et il y a un outil simple, presque trop simple pour qu'on lui accorde le respect qu'il mérite, qui est capable de transformer ton état émotionnel rapidement et durablement. Cet outil, c'est la gratitude. La science de la gratitude. Ce n'est pas du développement personnel feel good. Des dizaines d'études randomisées contrôlées, le gold standard de la recherche scientifique, ont démontré que la pratique régulière de la gratitude réduit les symptômes de dépression et d'anxiété de manière significative, améliore la qualité du sommeil, renforce le système immunitaire, augmente le niveau d'énergie et de vitalité, améliore la qualité des relations sociales et augmente la résilience face aux adversités. La gratitude n'est pas une soft skill, c'est une compétence de haute performance. La pratique, chaque matin, avant de commencer ta journée, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas en mode automatique, le soleil, ma santé, ma famille, mais de manière spécifique et ressentie. Je suis reconnaissant pour la conversation que j'ai eue avec mon amie hier parce qu'elle m'a rappelé que je suis vu et compris. Je suis reconnaissant pour cette opportunité professionnelle qui se présente, même si je ne sais pas encore si elle va aboutir. Je suis reconnaissant pour mon corps qui fonctionne, qui me permet de bouger, de travailler, de créer. La spécificité et la profondeur du sentiment sont ce qui fait la différence entre une pratique mécanique et une pratique transformative. On arrive maintenant à la partie peut-être la plus importante de toute cette vidéo. Parce qu'on peut parler de mindset, de vision, d'identité, de discipline, mais si tout ça reste dans ta tête sans jamais se transformer en action réelle dans le monde réel, ça ne change rien. L'action est le pont entre le monde de tes pensées et le monde de ta réalité. Et le paradoxe fascinant, c'est que l'action ne suit pas toujours l'inspiration. Souvent, c'est l'action qui crée l'inspiration. Tu n'attends pas d'avoir envie d'écrire pour commencer à écrire. Tu commences à écrire et l'envie vient. Tu n'attends pas d'être prêt pour commencer. Tu commences et tu te prépares en chemin. Tu n'attends pas d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tu avances et les réponses apparaissent. L'état d'esprit que j'aime appeler « clarity through action », la clarté par l'action, est l'un des principes les plus libérateurs que j'ai jamais intégrés. La clarté ne précède pas l'action, elle émerge de l'action. La règle des 2 minutes. Voici un outil concret pour surmonter l'inertie du démarrage. Si quelque chose prend moins de 2 minutes à faire, fais-le immédiatement. Ne le reporte pas, ne le mets pas sur une liste, fais-le maintenant. Et pour les actions plus longues, le principe de la règle des 2 minutes s'applique différemment. Commence par 2 minutes, juste 2 minutes. Je vais écrire pendant 2 minutes. Je vais faire 2 minutes de sport. Je vais travailler sur ce projet pendant 2 minutes. Pourquoi ça fonctionne? Parce que le cerveau résiste au démarrage, pas à la continuation. Une fois que tu es en mouvement, continuer est infiniment plus facile. Et la plupart du temps, après 2 minutes, tu continues bien au-delà. Le plan d'action des 90 jours. Voici comment concrétiser tout ce qu'on a vu ensemble en un plan d'action sur 90 jours. Semaine 1, l'audit mental. Identifie tes 5 croyances limitantes principales. Écris-les noir sur blanc. Puis, écris la croyance contraire, la croyance habilitante qui la remplace. Semaine 2, la vision. Fais l'exercice de visualisation dont on a parlé. Écris ta vision de vie idéale dans 5 ans. Lis-la chaque matin. Semaine 3, l'identité. Définis qui tu veux être. Écris ta nouvelle identité. Commence à agir en conséquence, même de façon imparfaite, même à petite échelle. Semaine 4, l'environnement. Audite ce que tu consommes. Élimine 3 sources de contenu négatif. Ajoute 3 sources de contenu inspirant. Identifie les personnes qui t'élèvent et planifie des moments avec elles. Mois 2, les systèmes. Construis tes rituels du matin et du soir. Mets en place un tracker de tes engagements quotidiens. Commence à tenir tes promesses à toi-même, une à la fois, de manière consistante. Mois 3, l'accélération.
augmente progressivement l'intensité. Prends un risque calculé que tu repoussais. Lance ce projet, aie cette conversation, demande cette opportunité. Prends le premier pas sur le plus grand défi de ta liste. On est arrivé au bout de ce voyage ensemble, et je veux te laisser avec quelque chose d'essentiel. Tout ce qu'on a exploré ensemble aujourd'hui, la neuroplasticité, les croyances, le mindset, la vision, l'identité, la discipline, l'environnement, l'échec, la gratitude, l'action, tout ça n'a qu'un seul point de départ, un seul, une décision. La décision que tu prends en ce moment, maintenant, après avoir regardé cette vidéo, de ne plus être le spectateur de ta vie, de devenir l'auteur. La plupart des gens vont regarder cette vidéo, se dire c'est vraiment bien et retourner exactement à ce qu'ils faisaient avant. Et dans 1 an, leur vie sera identique. Dans 5 ans, dans 10 ans. Et le soir, dans leur lit, ils vont se demander pourquoi ils n'ont pas la vie qu'ils veulent. Pourquoi le temps passe si vite. Pourquoi ça n'a jamais décollé. Je ne veux pas ça pour toi. Alors laisse-moi te poser une question directe. Dans 1 an, dans exactement 365 jours, qui est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux être la même personne qu'aujourd'hui, avec les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes résultats? Ou est-ce que tu veux être la prochaine version de toi, plus développée, plus libre, plus alignée avec qui tu sais au fond de toi que tu peux être? La différence entre ces 2 futures versions de toi ne se jouera pas dans les grandes décisions spectaculaires. Elle se jouera dans ce que tu décides de faire dans la prochaine heure, dans les pensées que tu choisis d'accueillir ce soir avant de dormir, dans les 20 premières minutes de ta journée demain matin, dans la petite promesse que tu vas te faire et tenir. Tout commence dans ta tête, et ta tête commence à changer maintenant. Alors, tu commences quand ?